Clément Lesage, bonjour, bienvenue, merci beaucoup de nous accorder cette interview. Donc tu étais ce matin avec les apprenants d'Alira, c'est ça? Oui, Ça s'est bien passé? oui, donc première partie, expliquer les bonnes pratiques de sécurité de smart contract. Ouais, Ensuite, on a fait une review de pas mal de types de vulnérabilités courants ou graves. ok, Et là, l'après-midi, c'est des exercices de hacking de smart contract. ok, super, donc tu vas leur apprendre à hacker les smart contracts. C'est ça. Donc si vous avez des smart contracts déployés qui sont pas bien bordés, méfiez-vous. Le smart contract est vulnérable, après, si le smart contract est parfait, personne ne peut le hacker. Ok, c'est quoi les plus grosses vulnérabilités que tu as rencontrées dans ta... Parce que donc, toi tu recherches, enfin tu passes en revue les smart contracts et tu cherches les bugs, c'est ça? Ouais, C'est donc, quoi les pires que tu as trouvés? ce qui arrive souvent, c'est des overflows. Ouais. Après, bah voilà, Ça c'est des gens qui utilisent pas MadSafe, c'est ça? Il y a SafeMat, même avec SafeMat, tu peux avoir des problèmes d'overflow. Ok, Parce qu'en fait, avec SafeMat, ce qui va se passer, c'est que ça va bloquer l'exécution. ouais, Donc, si c'est une fonction qui n'est pas dans un flow d'un smart contract, c'est pas grave, ça va bloquer, c'est bon. Mais maintenant, si tu as un flow de smart contract qui doit s'exécuter et qui se retrouve bloqué à cause de SafeMat, ça peut être problématique et parfois encore même plus problématique qu'un overflow. ok, Là, sur cette partie avec le SafeMat ou CapMat ou ne rien faire, c'était pour expliquer le choix du mode de failure qui, lorsqu'on a une action imprévue qui se passe, essaie de choisir qu'est-ce qui est le moins pire. Est-ce que ok, c'est d'avoir un overflow? Est-ce que c'est d'aller sur la valeur maximale? Est-ce que c'est de bloquer l'exécution du contrat? Et c'est la question qu'il faut se poser, c'est quoi le moins pire? ok. Donc Juste SafeMat, c'est utiliser pas la SafeMat. réponse absolue tout le temps. Non, c'est le no freelance, il n'y a pas un truc qui Ouais. résout tout le temps. Ok, cool. Et Overflow, d'ailleurs, je me rends compte qu'on l'a pas défini, là, on l'utilise comme si ça allait de soi, mais peut-être qu'il y a des gens qui savent pas, qui nous regardent. Donc un overflow, c'est quand on arrive au-dessus de la valeur maximale qu'une variable peut avoir. Ok. Et que ça revient, et du coup, Donc, tout revient à zéro. ouais, par exemple, si on a donc, le type le plus petit, on a un uint 8 qui va aller jusqu'à 255. Et si tu as 255, tu rajoutes 1, bah, tu arrives à 0 par défaut. Ouais. Après, Un tu peu peux comme utiliser cette math qui fait que si tu as 255 et que tu rajoutes 1, ça bloque et la fonction ne s'exécute pas. Ok. Ou après, tu peux avoir un capmat qui fait que tu arrives à 255 et tu restes à 255 et tu ne rebouges plus. Ok. Et donc la question, c'est laquelle de ces trois modes de failure tu vas choisir si jamais tu as un overflow. Ok. Cool, super. Et souvent, ça va être safe math, mais pas toujours. Pas toujours, ouais, évidemment. Ok. Et alors, du coup, c'est quoi, toi, les vulnérabilités les plus graves que tu as trouvées dans les smart contracts? Des overflows Ouais. qui permettaient de dépasser de payer plus que les sommes qui étaient allouées en remettant à zéro la quantité payée. Donc l'idée c'est en fait j'essaye de payer mais une somme très 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 élevée qui dans tous les cas n'est pas payable, mais cette somme très très élevée s'ajoute avec la somme que j'ai déjà payée pour revenir à zéro, et donc je peux encore ensuite refaire une transaction pour repayer un peu, et hop je fais semblant de payer beaucoup, donc j'arrive encore à zéro, et à chaque fois je remets à zéro la quantité qui a été payée pour pouvoir drainer tous les fonds du smart contract. Ok. Après il y a eu des signatures qui étaient réutilisées et ça aurait pu être particulièrement grave parce qu'en plus c'était lié à donc je ne vais pas te donner toutes les informations parce qu'il y a une partie qui est privée, mais c'était lié à des objets physiques et il aurait pu se passer des choses assez graves Ok. en réutilisant ces signatures. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui arrive souvent? Il y a des réentrances que tout le monde parle, mais finalement tout le monde en parle tellement que maintenant les gens ils font attention. Donc on voit plus trop de réentrance parce que c'est vraiment la vulnérabilité par défaut. Là, qu'est-ce que c'est la réentrance, si tu devais... Donc la réentrance, c'est on a une fonction qui fait appel à un smart contract que l'on ne connaît pas. Et ce smart contract que l'on ne connaît pas peut refaire appel à notre contrat. Et il refait appel à notre contrat alors qu'on est dans l'exécution d'une fonction qui a fait des choses, mais pas tout. Ok. Et donc on se retrouve avec quelque chose qui est à moitié exécuté, qui peut être un état, qui peut être problématique. Donc typiquement, la réentrance basique, ça va être on retire de l'argent et ensuite on met à zéro la quantité d'argent qui nous est due. Mais si on fait ça et qu'on fait ça en faisant un appel avec un autre smart contract qu'on ne connaît pas, ce smart contract il peut faire appel encore pour retirer, et du fait on retire encore l'argent,
mais on a toujours pas mis à zéro, donc on retire encore la même valeur. Alors qu'en fait, normalement, ça devrait être mis à zéro si la fonction avait été résolue entièrement. Et donc on réappelle, et du fait on peut retirer plusieurs fois la même somme parce que c'est mis à zéro seulement à la fin de la fonction. Ok, super. C'est bien le type de faille qui a été utilisé dans The DAO, c'est ça? The DAO, c'était une réentrance. Ouais. C'est pour ça que c'est sûrement la faille la plus connue. Ok. Ouais. avec, Voilà. avec les conséquences qu'on Il y a eu connaît. ça, il y a eu la parity multisignature, qui était une faille, mais qui était vraiment basique. Hein. C'est juste qu'ils avaient une bibliothèque et n'importe qui pouvait détruire la bibliothèque. Ok. Mais ça, c'est même pas une faille spécifique, c'est juste. Je sais même pas si c'est un nom, ça, c'est juste une erreur vraiment, vraiment basique Ouais. d'inattention. Ok. Ok. Donc toi, tu travailles aujourd'hui sur un projet qui s'appelle Kleros, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Alors, qu'est-ce que Kleros, qu'est-ce que ça propose exactement? C'est un système d'arbitrage sur smart contract, si j'ai bien compris. On a fait un système de résolution de litige qui est fait par des jurors crowdsourcés Ok. qui ont des incentives économiques à résoudre les litiges de façon honnête. Ok. Donc les types de litiges qu'on va avoir en blockchain, donc le litige de base, le litige dit d'escroc, de tiers fiduciaire. On veut payer quelqu'un pour faire un site web par exemple, mais on n'est pas sûr que cette personne doit effectivement délivrer le site web. Donc on peut mettre l'argent sur un contrat d'escroc qui maintenant contrôle cette crypto-monnaie. Ouais. Si tout se passe bien, on signe et le travailleur récupère l'argent. Par contre, si jamais il y a un problème, on peut créer un litige pour demander à être remboursé. Ok. Un autre exemple sont les systèmes d'oracle. Donc si je veux faire un contrat d'assurance qui me paye quand il y a un séisme, par exemple, comment est-ce que la chaîne peut savoir qu'il y a un séisme? Donc on peut laisser les gens reporter quand il y a des séismes. Maintenant, si quelqu'un reporte qu'il y a un séisme alors qu'il n'y en a pas eu, quelqu'un peut mettre une dispute en disant non, ce report il est faux et donc il faut résoudre ce litige et décider si effectivement il y a eu un séisme ou pas. Et après, il y a toutes les problématiques de curation de contenu, de curated list, où l'idée c'est on fait un site web, un eBay décentralisé, et on lit des objets, mais voilà, comment est-ce qu'on empêche quelqu'un de lister des armes et autres, des drogues, du contenu pédopornographique. Du contenu pédopornographique. Donc ça se fait avec des systèmes de curation de contenu, où on demande de poser un déposit quand on liste un contenu, et si quelqu'un pense que le contenu ne satisfait pas les règles, peut donner aussi un déposit et ça fait un litige où les jurors vont décider si ce contenu c'est un contenu qui satisfait les règles ou pas. S'il ne satisfait pas les règles, la personne qui a posté le contenu va perdre son déposit. Ok. Donc je dirais que ce sont les trois principaux problématiques qui demandent de résolution de litige dans les systèmes blockchain. Ok. Et comment vous faites pour avoir des juges qui soient à la fois compétents et impartiaux? Donc on utilise des incentives économiques de type Shilling Point. Ok. C'est-à-dire que les jurors qui vont juger de façon similaire aux autres jurors vont se retrouver récompensés. Ceux qui vont juger de façon incohérente par rapport aux autres jurors vont se retrouver un peu pénalisés. Ok. Donc, même si on est honnête, de temps en temps, on va juger de façon différente avec les autres. C'est pas grave parce qu'on va perdre les tokens, on va en gagner, on va perdre les tokens. Ça va plus ou moins se compenser. Maintenant, si quelqu'un qui va juste juger de façon aléatoire ou accepter des bribes, il va être incohérent relativement souvent et donc perdre beaucoup plus de tokens et donc perdre des tokens au cours du temps et perdre ses chances d'être tiré au sort. Parce qu'en fait, les tokens de Kleros, donc PNK, est un token qui est une chance d'être tiré au sort. Ok. Que tu stakes, que tu déposes. Et quand il y a des litiges dans cette cour particulière, tu peux être tiré au sort. Et dans ce cas, quand tu es tiré au sort et que tu votes de façon cohérente, tu récupères les tokens des incohérences s'il y en a, mais très souvent les décisions sont unanimes, et tu récupères une part des frais d'arbitrage. D'accord. Et tu sais qui sont tes co-juges et les co-jurors? Pas forcément, ce sont des adresses, donc parfois il y a des gens qui peuvent être non anonymes, mais les gens sont anonymes par défaut. Ok. Donc tu sais pas. Donc tu peux pas te forcément qui sont synchroniser les avec eux, jurors. par exemple, de toute façon, et puis comme c'est aléatoire, quand tu vas sur un conflit, que tu veux une résolution, tu sais pas qui vont être tes juges. Alors il pourrait y avoir des joueurs qui pourraient collude, mais dans ce cas-là, il peut y avoir des appels. Et il y a des mécanismes d'appel après. Des mécanismes d'appel. Et pour ce qui est de la répartition des frais d'arbitrage et les tokens, ce qui compte, c'est pas ce que tes co-jurors ont voté, c'est ce que les jurors de l'appel final ont voté. Ok. Donc il faut être cohérent, pas forcément avec les gens qui sont déjà tirés au sort, mais aussi avec les gens qui éventuellement seraient tirés au sort si jamais il y avait un appel. Et donc tu n'as aucun moyen de savoir qui ça va être. Tu peux pas savoir qui sont ces gens parce qu'ils sont pas encore tirés au sort. Ok. Et après, si jamais il y a des appels très 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 élevés,
on se retrouve avec beaucoup de monde tiré au sort, jusqu'à ce qu'il y ait quasiment toutes les personnes qui participent à Kleros qui soient tirées au sort. D'accord. Et dans ce cas-là, maintenant, si jamais il y aurait fait une collusion pour donner des mauvais résultats, ça irait porter un coup relativement fort dans la confiance qui est donnée à l'écosystème. Et donc les gens auraient moins tendance à l'utiliser. Si la branche sur laquelle ils sont assis. Moins de litiges, et donc moins de frais d'arbitrage, et donc moins de valeur de token. Donc on a toute une token économique qui est faite pour donner des incentives aux gens à juger de façon honnête, en tant qu'individu, pour être cohérent, et en tant que système, pour préserver la valeur de leur jeton. Ok, génial, super. Et alors, c'est en production? Enfin, vous êtes déjà C'est en production depuis bien peut-être environ un an. Donc la première version était le 31 juillet de l'année dernière, donc depuis presque un an. Okay. On est maintenant à une seconde version, donc seconde version de mainnet. Enfin, il y a eu des versions entre les deux, mais c'est des versions de thèse de type hackathon. Le système est presque décentralisé. Il y a toujours l'implémentation des décisions de gouvernance, donc les résolutions de litige est bien décentralisée. Par contre, le système peut évoluer et se modifier, et ça reste toujours à implémenter le mécanisme décentralisé qui permet d'implémenter les décisions. Et une fois que ce mécanisme sera implémenté, on aura un système complètement autonome, ce qui veut dire qu'on peut disparaître et le système va pouvoir continuer à se maintenir lui-même sans avoir besoin de cette personne qui, pour l'instant, le rôle qu'on tient d'implémenter les décisions de la gouvernance. Ok, super. Donc là, demain, si je veux devenir un juge sur Kleros, je vais sur votre site et je m'inscris. Il faut avoir des tokens pour être juror. Et les tokens, par contre, c'est uniquement pour être juror. Donc, si jamais tu utilises une application qui se base sur Kleros, il n'y a pas besoin de tokens. Et tant qu'il n'y a pas de litige, il n'y a besoin de rien de payer du tout. Donc, si tu veux créer un contrat d'escrow, donc tiers fiduciaire, par exemple, pour quelqu'un qui te fait un site web ou qui te vend un bien physique, ou même pour échanger avec une autre crypto-monnaie, échanger de l'Ether contre, je sais pas, du Dogecoin, alors que les deux sont pas liés. Tu peux utiliser ça de façon complètement gratuite. S'il y a un litige, dans ce cas-là, il faudra payer des frais d'arbitrage. Mais c'est seulement le perdant qui, au final, va se retrouver à payer les frais d'arbitrage parce que le gagnant va les devoir rembourser. Donc, tu peux utiliser le système de façon complètement gratuite. Oui, un peu comme dans la justice publique, finalement, c'est le perdant qui paye à la fin. Souvent, oui. C'est pas forcément une règle. Mais souvent, les gens ils sont condamnés aux dépens ou doivent payer les frais de justice de l'autre partie. Ok, super. Super projet. Génial. Merci. Et du coup, je vais te laisser retourner. Donc c'est ça, les entraîner à aller pirater tous les smart contracts mal sécurisés qui traînent. C'est ça. Et merci beaucoup pour cette interview. Merci. Et merci pour la journée avec les apprenants. Merci. À bientôt. À bientôt.